Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous revenons sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, pour aborder avec mon invité les questions d'actualité politique, surtout les faits saillants de l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdou Aziz Niang. Bonjour, M. Niang. Bonjour. Vous pouvez saluer vos membres, sympathisants et nos chers auditeurs. Bien avant les salutations à l'endroit des membres de la fédération, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à ce plateau et saluer en même temps tous vos collaborateurs, le directeur de la radio et les techniciens qui vous accompagnent. M. Abdoulaye Diop, qui est le directeur de la radio. M. Abdoulaye Diop, merci. Vraiment avec tous vos collaborateurs et vous-même qui m'avez invité et qui avez pris mes contacts. Merci. Par rapport à cela, aussi saluer l'ensemble des membres de la Fédération du Renouveau, avec à sa tête le professeur Djegan Sen et tous les membres les investis par rapport à ces élections, mais tous ceux qui nous sont fidèles par rapport à ces investitures et tous les sympathisants et tout le peuple sénégalais. Je ne peux pas ne pas aussi me joindre au peuple sénégalais pour exprimer ma compassion par rapport aux intempéries dans le Fouta, plus particulièrement dans la région de Matam et dans le département de Podor. Je m'associe à eux au nom du camarade secrétaire général, le professeur Djegan Sen, de témoigner vraiment de notre solidarité agissante. Merci. Merci, M. Abdou Aziz Niang. On passe à la présentation de l'invité. Alors, qui est Abdou Aziz Niang? M. Niang est un enseignant de métier, n'est-ce pas? Ouais. Il est également membre du fondateur de l'URD, Union du renouveau démocratique du ministre Djibo Leyti Ka. Comme vous êtes enseignant de métier, parlons un peu sur l'éducation d'hier et d'aujourd'hui. Si vous faites une analyse sur les deux situations, quelle comparaison faites-vous? À proprement parler, je ne parlerai même pas de comparaison, mais je parlerai d'analyse systémique. L'éducation est ce dont un peuple a toujours besoin et qui est un levier fondamental pour son développement tant culturel, social, économique et tous les leviers que l'on doit actionner pour qu'un pays puisse se développer. Et qui dit éducation, dit acteur de l'éducation. Au premier chef, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, l'administration de l'école à travers le ministère de l'Éducation. Mais il va sans dire que sur le plan des textes, rien n'a changé. Il va sans dire que sur le plan professionnel, la formation est toujours la même. Mais sur le plan éthique, c'est déjà le premier problème auquel les enseignants sont soumis. Parce que de nos jours, beaucoup d'enseignants vont faire ce métier, pas par sacerdoce, mais par besoin social. Ils ne le font pas par vocation. Ils ne le font pas par vocation. C'est une nécessité sociale finalement. Et le métier d'enseignant est si noble que si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les enfants qui vous ont confiés. Si vous ne l'aimez pas, c'est comme si vous plantez un arbre que vous devez arroser et dont les fruits ne vous sont pas destinés, mais qui sont destinés à des générations futures et à la consolidation de l'État sénégalais qui nous réunit. Donc, c'est ça un peu la différence avec les enseignants que nous fûmes pour l'encadrement des enfants, mais pour l'amour du métier et pour le devenir de ces enfants qu'on nous a confiés et qui passaient le plus clair de leur temps avec nous, sans la présence des parents qui, de temps en temps, nous se souciaient de l'école, peut-être que quand vous les convoquez. Or, là aussi, il y a une critique envers les parents d'élèves qui ne doivent pas attendre que le maître ou le professeur les convoque pour qu'ils puissent déférer à cette convocation et venir à l'école. Il faudrait que les parents soient conscients que
leur progéniture qu'ils ont confiée à un enseignant doit être une responsabilité partagée, que ces parents d'élèves doivent de temps en temps aller dans les écoles, discuter avec les enseignants. Et un exemple assez palpable, moi quand j'étais enseignant créé en mai, j'allais visiter les élèves au niveau de leur cadre familial. Ce qui fait que j'avais une grande familiarité avec les papas, les mamans, qui aussi me rendaient la pièce de la monnaie et venaient constamment à l'école parce que c'est le même langage que je leur tenais. Il y avait une proximité entre l'enseignant, les parents d'élèves et les élèves. À la limite, il y avait une complicité, plus qu'une proximité. Il y avait une complicité de fait. Et quand l'élève vous voyait dans leur propre maison, il se disait que celui-là, je n'ai plus droit à un comportement négatif dans la rue, dans l'école, mais aussi dans la famille. Ce qui fait que les élèves, quand ils vous voyaient dans la rue, un dimanche ou un autre, ils se cachaient. Tout à fait. Maintenant, vous passez dans les rues, vous voyez un enseignant qui passe, ce sont les élèves, ses propres élèves qui l'appellent. Eh monsieur, monsieur. Or, vous voyez déjà le degré de comportement négatif de ces élèves et de manque de respect notoire. Et tout ça, c'est le reflet aussi ça se reflète aussi à travers les lois et règlements qui régissent l'enseignement, la relation entre maître et élève. Donc, il y a beaucoup de choses que l'enseignant ne peut plus se permettre vis-à-vis de l'élève sous risque de sanctions pénales. Alors, Mouchenia, la nouvelle génération, maintenant, a le numérique, elle possède les nouvelles technologies, et partout, ce qu'on constate de manière générale, le niveau a beaucoup baissé. Quelle analyse faites-vous sur ça? La première analyse que je fais, c'est le dictionnaire. À la limite, le dictionnaire est rayé de la feuille de fourniture. Or, à l'époque, sur le tableau, le maître inscrivait les livres fondamentaux que l'élève devait avoir. On mettait un dictionnaire. Ça, vous ne le verrez plus maintenant parce qu'avec le numérique, le dictionnaire est dans le portable. Mais autant le dictionnaire est dans le portable, autant beaucoup d'applications qui n'ont rien à voir avec l'éducation, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, se trouvent dans le numérique et qui pervertissent aussi les enfants sans que les parents ne puissent le contrôler. C'est-à-dire que les enfants ne l'utilisent pas à bon escient, ce numérique-là, cet outil très important de nos jours. Or, le numérique est venu à son heure pour accompagner les enfants dans la recherche du savoir et dans la recherche de l'information. Mais malheureusement, de nos jours, c'est le TikTok et autres applications que les enfants privilégient. Tout à fait. Les jeux d'enfants, et ça n'a rien à voir avec l'enseignement. L'enseignement, surtout le développement du niveau intellectuel de l'élève par rapport à l'acquisition de connaissances fondamentales pour son amélioration intellectuelle. Et les enfants, ce qu'on constate maintenant, que les élèves ne lisent plus. Ils ne lisent plus et la lecture est très importante dans la formation d'un élève, d'un apprenant, n'est-ce pas? Et vous allez constater avec moi que certaines disciplines qui formaient l'enfant pour en faire un citoyen modèle ont complètement disparu et n'existent même pas dans le numérique. L'éducation morale, l'éducation sanitaire, l'éducation civique, les activités manuelles, vous ne les verrez pas dans le numérique. Tout à fait. Le conte, pour parler de manière traditionnelle, ça a disparu. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas le conte. Or, le conte est un instrument du savoir. Nous, quand on était élèves à l'école élémentaire, il y avait des petits documentaires écrits qu'on appelait des aventures. Il y avait Blake, Hakim, Kiwi. Ça, c'est pour les premières générations d'élèves. Et nous, on a appris le français écrit à travers ces ouvrages qu'on allait acheter jusqu'au marché pour les lire. C'était des aventures assez intéressantes. Mais le numérique rend paresseux. Parce qu'avec le numérique, on n'a pas le temps de recherche intellectuelle pour pouvoir se questionner, pour pouvoir se poser des questions, pour pouvoir questionner des adultes sur certaines choses qui devaient approfondir leurs connaissances. C'est peut-être à ce niveau qu'il y a problème et que malgré cela,
le côté positif du numérique permet aussi la recherche de l'information en temps réel. Pour quelqu'un qui utilise judicieusement cet outil informatique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des activités manuelles qui existaient au temps. Alors, pratiquement, ça n'existe plus à l'école. Et ce qu'on constate, les élèves écrivent très mal maintenant. Bon, il se trouve qu'aussi, dans l'école, il y a un aspect fondamental auquel les gens ne font pas tellement attention. Ce sont les activités ludiques. Ludiques. C'est quoi les activités ludiques? Une activité ludique, ce sont les jeux, mais à vocation éducative. Mais dans l'école, dans l'ancêtre de l'école, il y a des activités professionnelles de formation au bas âge. Il y a la boîte à pharmacie. On initie les élèves à se soigner pour les petites blessures, pour leur donner goût à l'infirmerie. Il y a le jardin de l'école. Il y a la propriété de la cour, de l'environnement de l'école. Donc, une étude environnementale assez profonde. Tout à fait. Donc, tous ces aspects, moi, je pense que... Et même, dans certaines écoles, on initie des poulaillers pour apprendre aux enfants comment, à partir d'un œuf de poule, comment développer cela jusqu'au poussin et jusqu'à le développement de ces poussins pour l'aspect commercial et la rentabilité au niveau de l'école. La gestion de ces différents aspects commence déjà à initier les enfants pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes au sein même de l'école. Tout à fait. Mais bon, de nos jours, maintenant, si on pense que le savoir il est absolument linéaire et intellectuel, ce n'est pas ces activités pratiques qui seront en appoint pour tout cela. Parce que autant on doit lier la théorie et la pratique pour avoir un élève modèle pour les générations futures. Tout à fait. Alors, pour un autre volet sur l'éducation, les élèves ont repris le chemin de l'école, mais pas tout le monde, n'est-ce pas? Au nord, dans le Fouta, avec les inondations, certains sont dans des situations pénibles pour ne pas aller à l'école. Alors, quel message de solidarité à l'endroit de ces jeunes élèves qui jusqu'à présent ne puissent pas aller à l'école comme les autres camarades de Dakar, Thiès et autres régions du Sénégal? Et figurez-vous que ces intempéries à grande échelle et qui ont envahi des villages entiers, le bétail, les provisions annuelles, les écoles. Figurez-vous que bien avant ces intempéries, certaines pluies et certaines inondations avaient occasionné dans la proche banlieue de Dakar, à Pikine, Guédiawaye et Thiaroye, Yeumbeul, des écoles qui étaient occupées par des sinistrés qui sont restés là-bas pendant un mois dans les écoles sans que les enfants puissent intégrer ces écoles, à défaut de trouver un logis pour attendre la fin de l'hivernage et l'évacuation des eaux. Maintenant, pour cette année, les phénomènes climatiques, le changement climatique dans le monde nous interpellent pour une assimilation des projections de la météo. Le Sénégalais doit être à l'image des pays développés, des citoyens des pays développés, aller à la recherche de l'information par rapport à la météo pour éviter certaines surprises désagréables, parce que souvent la météo, c'est pratiquement les intellectuels qui s'occupent de ça. Mais les autres vous diront toujours que météo du yalla. Tout à fait. Météo du yalla. Mais la météo a un rôle scientifique, sur des bases scientifiques pour les pluies à venir, les inondations, tout ça. Monsieur Météo le prévoit. Oui. Mais il se trouve que dans les zones rurales, c'est pas ça le commun. Socialement et culturellement, ils n'y croient même pas. Tout à fait. Or, en tenant compte de ces prévisions météorologiques, partout dans le monde, partout au Sénégal, on doit pouvoir prendre les devants. Ça, il faut interpeller l'État, il faut interpeller la société civile, mais il faut aussi sensibiliser à travers vos médias, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, pour montrer l'importance de la météo
pour la prévention de ces intempéries en termes de catastrophes naturelles. Tout à fait. Maintenant, les catastrophes naturelles, c'est le phénomène divin. Partout au monde, il y a, quand vous allez aux États-Unis, mais c'est même pas comparable, il n'y a pas photo. Tout à fait. Mais eux, ils sont beaucoup plus prévoyants que nous, et que des villes entières sont détruites, des forêts entières, mais ils prennent les devants pour ça. Ils prennent toutes les dispositions pour... Toutes les prédispositions. Maintenant, ce qu'il faut saluer, c'est l'implication du génie civil de l'armée. Tout à fait. J'ai vu le président de la République aller, par compassion, rendre visite à ces sinistrés en tenue militaire. S'imprégner de ce qui se passe ça, là-bas. C'est un symbole important. C'est pour montrer que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un phénomène naturel, certes, mais nous devons tout faire pour lutter contre ces inondations, ces intempéries. Et lui, le premier Sénégalais en tête, montrer qu'avec sa tenue de guerre, sa tenue de combat, il est au front pour plonger dans l'eau, mais pour sortir les autres de l'eau et ensemble mobiliser l'armée avec le concept armée-nation pour aller aboutir à cela. Et le génie civil sera mis à épreuve et ce ne sera pas un terrain inconnu par rapport aux missions de cette branche de l'armée. Oumouchenia, vous avez même éclairé les lanternes sur la tenue militaire que porte le président de la République. Alors ça montre, ça dénote, ça parle, ça montre que nous sommes dans cette partie du pays gagnée par pratiquement les inondations. Nous sommes en guerre et lui, il est venu en combattant pour pouvoir essayer avec les services techniques, essayer de résoudre ce problème définitivement. Merci d'avoir éclairé cette situation-là qui a eu un peu de tollé partout. Alors, Moussenia, on change un peu de sujet pour parler de politique. Vous faites partie des membres fondateurs de l'URD, créé par le ministre Djibo Leyti Ka en 1998, n'est-ce pas? Oui. Alors, après sa disparition, on ne sent plus ce parti dans les activités politiques dynamiques du pays. Pourquoi? On ne sent plus, on ne sentait plus. Ah, vous conjuguez l'imparfait de oui, l'indicatif? on ne sentait plus. Ok. On le sent maintenant de manière très visuelle. Mais pourquoi vous ne le sentez pas maintenant? Voilà, de manière très visuelle avec comme illustration cette invitation. C'est la première fois que je viens ici. Oui. Peut-être que ça, c'est une opportunité, même pas par rapport aux élections législatives, mais pour montrer la vitalité de notre parti. Les instances se tenaient régulièrement à notre siège à Bop, du vivant de Feu Djibo Leyti Ka, et après sa disparition et son remplacement par le professeur Djegansen, on tient la délégation exécutive provisoire chaque mercredi. On tient des réunions et tous les PV sont souvent envoyés dans les presses, mais bon, peut-être que dans beaucoup de presse, c'est l'actualité du jour, l'actualité la plus frappante qui est développée, qui fait que beaucoup de comptes rendus que l'on fait de l'ADP ne passaient pas. Okay. Qu'à cela ne tienne, avec le professeur Djegansen, qui est professeur au CESTI, qui forme des journalistes, qui a beaucoup de relais et de réseaux par rapport à cela, on commence maintenant à se rendre compte qu'après 25 ans pratiquement d'hibernation, où le parti, avec ses couleurs et sa propre bannière, n'a pas participé à des élections. Jusqu'à ce qu'on nous taxe de parti au Balema, avec des coalitions, on est là à la remorque de tous les régimes qui viennent, qui s'installent et qui nous donnent une part de gâteau pour qu'on puisse les soutenir. Or là, ce n'est pas la vocation d'un parti politique. Les militants, les responsables se sont dit que nous devons assumer un nouveau départ avec cette nouvelle alternance, montrer que nous sommes en ligne droite par rapport à l'État, par rapport à la République, par rapport aux institutions. Mais il faut aussi, pour la vocation d'un parti politique, participer à des élections pour la gestion du pouvoir. C'est ça la vocation d'un parti politique. Et Dieu a fait aussi que quand le camarade secrétaire général Djegansen a posé le débat, on a dit on peut aller en alliance, mais
force est de reconnaître que l'Union pour le renouveau démocratique ne peut être que la locomotive de ce train qui doit aller vers des élections législatives, locales à venir et présidentielles. Alors d'autres mouvements, d'autres organisations sont venues se joindre à lui pour lui dire que nous sommes d'accord pour nous associer avec vous pour former ensemble une fédération qui portera le titre de Fédération du Renouveau pour que vous puissiez la piloter vers les échéances futures à venir, celle du 17 novembre pour les élections législatives. Et même à l'entame de mon propos, la première chose à faire, c'était de rendre hommage à Feu Djibo Leyti Ka, ce grand monsieur de l'État, cet homme d'État émérite, cet homme politique au sens pur du terme, qui n'a jamais associé le parti politique et l'État. Dans tous les ministères où il est passé, il a fait preuve de grandeur pour montrer que là où je suis, c'est au service de la République. Maintenant, quand j'enlève le manteau de ministre, je viens dans mon parti, au siège de mon parti, là on peut parler politique. Alors, est-ce que ce que vous venez de dire là est important, très 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 important? Maintenant, ce qu'on voit, les acteurs politiques mènent des activités politiques en utilisant même les moyens de l'État. Alors, il y a un changement notoire de comportement maintenant par rapport aux anciens politiciens, aux anciens hommes d'État. Absolument. Et je vais vous faire aussi une petite révélation avant d'en venir à votre question. Le ministre Djibo Leyti Ka, dans tous les ministères où il est passé, les directeurs de cabinet qu'il avait trouvé sur place, il l'a laissé là-bas. Okay. Il n'a jamais cherché à le remplacer parce que, disait-il, c'est toujours la continuité de l'État et c'est par rapport à la hiérarchie qu'il occupe qu'il peut occuper ce poste. Ce n'est pas parce que c'est mon successeur qu'il avait mis ici que je vais demander à le remplacer. Ça, c'est un exemple pour la continuité de ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, tout à fait. Or, ce que l'on voit, qu'un parti politique au pouvoir, ce qui est inédit, il faut le reconnaître, qui se prépare pour des batailles électorales, qui a la possibilité, tous les moyens disponibles à sa disposition, qui les met de côté, qui fait en sorte que chaque parti doit s'organiser pour trouver ses propres moyens de campagne. Ni voiture de l'État, ni appareil de l'État, ni personnel de l'État. Et en plus, la RTS, qui est le symbole de notre unité médiatique, sort un communiqué pour montrer l'égalité et l'impartialité de cette même radiodiffusion-télévision du Sénégal, pour dire que chaque parti a 3 minutes de temps d'antenne par rapport à ces élections. Ça, c'est une rupture fondamentale et politique. Ce n'est pas une rupture politicienne, c'est une rupture politique que tout le monde doit saluer. Parce que jadis, on ne pouvait pas imaginer cela. On se rappelle le président sortant qui disait à ses DG, si vous perdez les élections, je vous renvoie. Nous sommes dans quel état par rapport à cet état de fait? Un directeur général qui est nommé certainement sur la base de sa compétence, de son niveau intellectuel, de ses capacités et de la confiance du président, doit tout faire pour gagner des élections, pour conserver son poste. Est-ce que ce n'est pas ça qui a amené la politisation de tous les secteurs d'activité? De toute l'administration. De toute l'administration de manière générale. L'administration a été tellement politisée parce que chacun se disait, je vais tout faire, quitte à utiliser les moyens de l'État, voiture, chauffeur, argent, tout ce qui est possible à faire pour gagner ces élections, pour garder mon poste. Tout à fait. Alors chacun prend son week-end peut-être le jeudi pour aller à sa base, tout faire pour gagner ces élections dans sa base. Alors, l'État est biaisé et la valeur intrinsèque des fonctionnaires n'est plus de mise. Leur niveau n'est pas à juger. L'essentiel, c'est de gagner à sa base. Quelque niveau que vous occupiez, ce n'est pas le plus important. Or, maintenant, avec cette nouvelle démarche, on se rend compte que
l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et le mérite revient à celui qui, la tâche pour laquelle vous avez été nommé. Vous l'accomplissiez de manière irrévocable. Tout à fait. Alors, 41 partis politiques, coalitions et mouvements qui vont s'affronter sur le terrain politique pour les élections législatives prochaines. Est-ce que ce nombre pléthorique ne divise pas vos forces pour pouvoir avoir beaucoup de députés par rapport au parti au pouvoir? Parce que fondamentalement, c'est dans la diversité que les qualités émergent. S'il n'y a pas de diversité, la pensée unique risque de s'installer. Et dans le jeu démocratique, il faut des contradictions. Mais des contradictions objectives quand même. Pas des contradictions crypto-personnelles comme on voit très souvent à travers les médias. Or, un parti politique qui a un programme, qui défend son programme, qui est peut-être contraire au programme de l'autre, peut argumenter sur son programme pour convaincre les électeurs sans dénigrer un autre. Maintenant, là où vous n'êtes pas d'accord, les débats sont là pour vous départager. Il faut que chacun accepte de débattre avec l'autre pour qu'on puisse défendre ses couleurs et sa liste. En tout cas, pour ce qui concerne la Fédération du Renouveau, nous sommes à la disposition de toute la presse, partout que de besoin, pour aller en face d'autres coalitions qui ont les mêmes vocations, c'est-à-dire faire rayonner le Sénégal à travers un programme précis, à travers une Assemblée nationale de rupture où toutes les lois que l'on devra voter devront être examinées d'abord en intime conviction personnelle, mais en intime conviction par rapport à la démarche de notre fédération et des autres coalitions qui se retrouveront à l'Assemblée nationale. Je pense que sous cet angle, le débat peut être positif et éloquent pour tout le monde, afin que les électeurs puissent vraiment faire le bon choix. Et nous espérons que le bon choix, ce sera la Fédération du Renouveau. Alors, M. Niang, quelle 15e législature par rapport devrons-nous avoir ou bien devrait-on avoir par rapport à ce qui se passait avec les autres législatives? Ah oui, parce que ça doit être aussi une assemblée de rupture sous beaucoup d'angles. Nous ne devrons pas être des députés d'un parti. Nous ne devrons pas être des députés d'une coalition. Nous devrons être des députés du peuple. Ça, c'est la première rupture en termes de comportement au sein de l'Assemblée. Mais c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. Et des députés le disaient ouvertement. Et ces députés-là ne méritent pas le titre d'honorable. L'honorable, c'est par rapport à son honneur. Ce qui m'a installé ici, c'est le peuple sénégalais. Ce sont les électeurs qui ont voté. Ce n'est pas celui qui m'a mis sur la liste qui est le plus fondamental. Tout à fait. C'est ceux qui ont voté pour moi. Or, je suis là pour défendre mon terroir, pour défendre mon département, pour défendre ma région, mais pour défendre l'ensemble des préoccupations des Sénégalais. Tous les députés doivent se joindre à cet élan de solidarité pour les intempéries qui se sont passées au Fouta-Ki. Et il ne faut point accuser de régime. Ça, c'est un phénomène naturel qui vient de Dieu. Tout à fait. En termes de prévision, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et sur lesquelles on ne peut pas anticiper. On peut prendre les devants, prendre des précautions. Mais l'ampleur de ce séisme-là, personne ne peut le prévoir ni tout à fait l'arrêter. Donc, moi, je pense que ça, ce sont des éléments de rupture par rapport au comportement individuel de chaque député. Mais aussi, les propositions de loi, les questions orales doivent être en adéquation avec les besoins des populations. Et je pense que ça, c'est fondamental. Si je devais aller parler de communication, je dois me soucier, est-ce que les radios privées qui sont des relais importants pour l'éveil des populations sont bien prises en charge par l'État? Comment est-ce qu'on vous accompagne? Est-ce que, compte tenu du travail que vous accomplissez
en complément de la RTS, j'entends parler de l'aide à la presse. Mais ça, c'est un terme galvaudé. La presse n'est pas à aider, la presse est à accompagner. Il ne faut pas les aider, il faut les accompagner. Tout à fait. Parce qu'ils n'attendent pas l'aide pour commencer leur travail jour et nuit, partout, en tout lieu et en tout temps. Tout à fait. Alors, des députés qui refusent de voter des lois pour empêcher un gouvernement de dérouler son programme. Qu'en dites-vous? Et en plus, qui essaie de voter une motion de censure. Une motion de censure. Pour faire tomber un gouvernement qui peut être relevé le lendemain. Est-ce qu'on a besoin de ces genres de députés-là pour la 15e législature? Parce que ça, c'est des antagonismes négatifs et improductifs qui font que cette nouvelle majorité, avec ce nouveau président élu, avec 54%, le président de sa coalition fait tout pour avoir une majorité confortable. Et cette majorité confortable va avoir la même vision que le gouvernement actuel pour l'horizon 2050. Et je pense qu'à ce niveau, le débat peut être enrichi avec les non-inscrits, les députés de l'opposition. Ce sont des idées convergentes qui vont faire jaillir beaucoup de lumière et faire en sorte que les tiraillements inutiles, les invectives dans l'Assemblée, les coups de coquette entre députés, ça vraiment, c'est une image négative qui a circulé dans le monde qui n'honore pas la démocratie sénégalaise. Alors, sur le choix des députés, est-ce qu'un député doit avoir un programme? Le député, c'est un élu du peuple. Ou bien il véhicule le programme de son parti ou bien de sa coalition. Le député, il est un élu du peuple. Il n'est pas un élu d'un parti, il n'est pas élu d'une coalition. Donc il ne doit pas avoir un programme. Vous savez, les idées fixes, les idées arrêtées en matière de démocratie ne sont pas productives. Vous êtes député du département de Guédiawaye, vous vous êtes battu dans le département de Guédiawaye pour être élu par les populations de Guédiawaye. Vous devez, dans la prise en charge des besoins des populations de Guédiawaye, porter ces points dans votre coalition, trouver une certaine harmonie avec votre coalition pour leur montrer que ça, c'est des points qui me tiennent à cœur pour les préoccupations des populations de Guédiawaye que je vais porter à l'Assemblée. Maintenant, dans la coalition, on pourra vous dire de faire des questions orales, de faire des propositions de loi, n'est-ce pas? Et là, vous êtes en adéquation avec votre coalition parce que la concertation interne a déjà été effectuée et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous portez aussi la voix de votre coalition, mais des besoins des populations qui vous ont élus. Ok. Alors, M. Niang, parlons maintenant du leader de l'opposition. Les données ont changé. Il y a une recomposition politique après tout juste l'élection présidentielle. Parce que celui qui était deuxième, tout juste après le président Bassirou Diomaye Faye, Amadou Ba, alors il était parti à l'élection présidentielle sous la bannière de l'APR. De Benno Bokk Yakaar. De Benno Bokk Yakaar, pardon. La coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant, il n'en fait plus partie. Il a même créé sa propre formation, responsabilité politique, nouvelle responsabilité. Alors, donc, est-ce qu'il maintient toujours le leader de l'opposition ou bien le leader de l'opposition va se signaler tout juste après ces élections législatives? Vous savez, des fois, il y a des termes qui sont éloquents. Que Amadou Ba, qui était sorti deuxième des élections, qui naturellement occupe la place que le Premier ministre Ousmane Sonko a occupée. Parce que quand Idrissa Seck, il faut se rappeler, était sorti deuxième lors des élections présidentielles de 2019, il s'était joint à celui qui était sorti le premier, c'est-à-dire le président Macky Sall. Là, on parlait de Mburok Sow. Tout à fait.
Donc le troisième devient de fait le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition. Maintenant, on dira opposition parlementaire, opposition par rapport à une élection. Ça, c'est un autre débat. Mais pour cette fois-ci, M. Amadou Ba est sorti deuxième. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une coalition qu'il appelle Nouvelle Responsabilité. Un parti, je ne sais pas, un mouvement. Un mouvement. Nouvelle Responsabilité. Et quand vous parlez de Nouvelle Responsabilité, cela signifie qu'il y avait ancienne responsabilité. Forcément. Oui. Dans le neuf, il y a l'ancien. Maintenant, son ancienne responsabilité, avec le cumul que cela portait, il était le chef de l'opposition dans son ancienne responsabilité. Oui. Maintenant, dans cette nouvelle responsabilité, il n'est plus chef de l'opposition. Il n'est plus chef de l'opposition. Il va aller aux élections. S'il vient deuxième sur la liste des députés, et qu'on concède que après le parti majoritaire à l'Assemblée, celui qui est deuxième, c'est lui le chef de l'opposition, de fait, il est chef de l'opposition. Mais au moment où nous parlons, il est dans une nouvelle responsabilité. Tant qu'il était le chef de l'ancienne responsabilité, il était le chef de l'opposition. Parce que celui qui l'avait désigné, à qui on avait donné carte blanche au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est lui qui l'avait désigné. Tout à fait. Le président Sonko ne peut plus dire Diomaye, c'est moi qui t'ai désigné, tu n'es plus le président. Ça, c'est fini. Il faut d'autres élections présidentielles. Donc, autant le président Macky Sall n'a plus le pouvoir de dire Amadou Ba, tu n'es plus le chef de l'opposition, autant Amadou Ba doit considérer qu'en tant que nouvelle responsabilité, son ancienne responsabilité est dégagée. Tout à fait. Dans une logique pure et en matière politique. En matière politique, tout à fait. Oui. Donc, on attend les élections législatives du 17 novembre pour départager exactement le leader de l'opposition. Absolument. Ok. Donc, présentement, tout le monde danse sur le même pied. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, qui est maintenant dissoute, il n'y a plus de leader, il n'y a plus de majorité ni de minorité. Donc, on va aller aux élections pour déterminer maintenant quels sont les suffrages qui sont allés à cette nouvelle majorité, quels sont les suffrages qui sont allés au deuxième, au troisième, jusqu'au 41e. Donc, Mouchenia, ces élections qui vont venir seront déterminantes. Et fondamentales. Pour le vécu politique, mais aussi pour le paysage et le landerneau politique sénégalais. Chacun saura qui est qui. Et les élections présidentielles ont été un premier baromètre, de 54% à 36%, à 2%, 1%, 0,%. Oui. C'est le premier baromètre. Tout à fait. Mais puisque la politique est toujours quelque chose de mobile, les nouvelles alliances que vous voyez ici, la PR et le PDS, et Amadou Ba, Intercoalition, Takou, vous y perdez même votre langage. Tout à fait. Mais au soir du 17 novembre, chacun saura ce qu'il représente dans le cœur des Sénégalais, dans le vote des Sénégalais, pour qu'ils puissent adopter une nouvelle démarche citoyenne pour accompagner ceux sur qui les citoyens sénégalais ont porté les votes. Et ces électeurs, ce sont eux le noyau dur de la marche démocratique de notre pays à travers ces élections. Et ça, c'est important. Donc, les partis traditionnels, le PS, Parti Socialiste, le PDS, l'AFP, Andjef, PADS, PIT, l'URD. Alors, ce qu'on constate maintenant sur le terrain politique, ces partis régressent de plus en plus, monsieur Niang. Alors, la première régression, c'est que jadis, dès que vous entendiez la maison du parti, c'était le Parti Socialiste. On n'a pas besoin de dire la maison du Parti Socialiste, on disait simplement la maison du parti. Maintenant, le PDS est venu à bousculer les rangs, à gagner les élections, a eu son siège. La PR est venue à bousculer les rangs, a eu son siège. Mais beaucoup de ces partis traditionnels que vous n'entendez plus, heureusement que l'Union pour le renouveau démocratique est là, à travers la Fédération du renouveau. Le Parti Socialiste est toujours dans une coalition.
Le président Macky Sall a tué beaucoup de partis traditionnels. Hein. Et le professeur Diegane Sène, le plus grand mérite qu'il a, et que les militants lui reconnaissent, et que tout le peuple sénégalais doit lui reconnaître, c'est qu'à chaque fois que le président Macky Sall avait convoqué une rencontre de Benno Bokk Yakaar au palais pour le choix d'un candidat, pour le 3e mandat, tout ça, chaque fois que le professeur Diegane Sène est intervenu, c'est le respect envers ceux qui l'ont mandaté, c'est-à-dire les militants de l'Union pour le nouveau démocrate. Monsieur le Président, je ne peux pas vous donner carte blanche. Il faut que je retourne dans mon parti, à la base, qu'on se détermine. Et jusqu'à présent, le président Diegane Sène n'a jamais donné de carte blanche. Mais cette force-là n'existe plus dans beaucoup de dirigeants politiques. Mais il a été le seul à l'avoir fait. Ouais. Dans tout Benno Bokk Yakaar. Il a été le seul à l'avoir fait. Tous les autres ont donné carte blanche au président Macky Sall, qui a demandé au président Moustapha Niasse de réunir 2 ou 3 candidats. Ça, c'est des exacts politiques. Mais finalement, le président Macky Sall a dit notre choix se porte sur Amadou Ba. Et ce qui s'en est suivi, vous l'avez vécu en direct, comme tout le monde, comme tous les Sénégalais. Tout à fait. Maintenant, où est le PIT? Ils ont eu un poste de ministre par-ci, par-là. Le président Dansokho est disparu, paix à son âme. Abdoulaye Bathily, il s'occupe maintenant d'affaires africaines dans la société civile. Mamadou Diop Decroix, il s'aligne, il sort, il s'aligne, il prend des positions par rapport aux intérêts du pays, c'est vrai. Mais où est Landing Savané avec Andi Diop? Tu ne l'entends plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces partis traditionnels disparaissent parce qu'il ne faut pas oublier que l'APR est né après ces partis. Il ne faut pas oublier que PASTEF est né après ces partis. Et tous ces partis nouveaux détruisent des partis anciens qui souvent sont accusés à tort ou à raison d'avoir participé à l'érosion du tissu sénégalais en matière industrielle, agricole, la balance des paiements, la détérioration des termes de l'échange. On a subi ce que, jusqu'à ce qu'on soit classé parmi les 20 pays les plus pauvres de la planète. Alors, M. Nia, ce qu'on vit actuellement avec les coalitions, alors, surtout la coalition qui me pose problème, c'est la coalition PDS et APR. Alors, on peut les appeler des coalitions de circonstances, sans vision, sans l'essentiel. On doit faire une coalition pour exister, pour ne pas disparaître complètement. Et même si on était des ennemis, parce que l'APR a longtemps combattu le PDS, il a même exilé son leader qui a resté pendant longtemps 2 élections à ne pas participer avec tout ce qui s'est passé et que les Sénégalais ont vécu. Alors, quelle analyse faites-vous sur ces genres de coalitions? Oh, vous savez, ces coalitions, en tant qu'acteur politique, si vous revenez à l'histoire, je peux vous certifier que les wadistes ne sont pas dans cette coalition. Ce sont les karimistes qui sont dans cette coalition. Donc on ne parle même pas de PDS. Il y a les karimistes qui ont trouvé un accord entre Karim et Macky Sall, qui ont fait table rase sur tout le passé. Ça veut dire que vous voulez parler de karimistes et de PDS authentiques. Il y a des membres du PDS authentiques. Non, même les karimistes, c'est des PDS authentiques. Mais il y en a dans le PDS des wadistes purs et durs. Ok. C'est pas Karim qui va les influencer. Maintenant, quand la génération du concret a été mise sur pied par Karim, c'est à ce moment que le PDS a éclaté. C'est pas aujourd'hui. C'est avec cette génération du concret que Karim a essayé de planter une nouvelle graine en écartant au fur et à mesure tous les anciens responsables qui ont travaillé avec son papa, le président Wade, qui les a écartés. Certains, ils se sont auto-exclus, d'autres, on les a exclus. Tous les responsables charismatiques du PDS
finalement, on leur a fait claquer la porte. Je ne vais pas les citer parce qu'ils se connaissent eux-mêmes. Mais ce qui est sûr, tous ont vu, à travers cette approche, un élément nouveau pour qu'au grand jour, cette coalition dénuée de tout bon sens. Ce n'est même pas une coalition politique, c'est une coalition politicienne. Maintenant, les dessous, on va le savoir bien après les élections. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Karim accepte de faire table rase sur tout ce qu'il a subi, tout ce que le PDS a subi, pour aller vers son bourreau et s'allier avec lui. Ça, c'est l'histoire qui nous éclairera. Tout à fait. Mais est-ce que ça, c'est de l'éthique politique? C'est ça la grande question que tout le monde se pose. Non, ça, c'est de l'hérésie politique. Dans ce cas de figure, il ne faut même pas parler d'éthique. C'est de l'hérésie politique. Et cette hérésie montre que tous les Sénégalais, en dehors du PDS et de l'APR, voient dans cette alliance une alliance contre nature. Tout à fait. Avec ce qui s'est passé avant les élections, les magistrats qu'on a accusés, les commissions d'enquête qu'on doit installer à l'Assemblée, que le PDS a déposé et que l'APR a soutenu pour qu'ensuite ils se retrouvent. Au niveau du respect de la magistrature, du Conseil constitutionnel, l'APR, à travers lui, le président de la République, Macky Sall, ne devait même pas s'imaginer s'allier avec ces gens-là, et le PDS, vice-versa, ne devait pas l'accepter. Mais est-ce que ces genres de comportements doivent jusqu'à présent rester ou complètement disparaître? Les Sénégalais vont prendre... Les Sénégalais vont prendre acte et vont prendre les mesures, les sanctions nécessaires, parce qu'ils se diront finalement que ces deux entités-là se moquent de nous, se moquent du peuple sénégalais. Tous ceux qui se sont battus pour que Karim retrouve ses droits, on les a laissés au fond de la mer. Tous ceux qui avaient accompagné le président Macky Sall, qui disait que ça c'est une demande sociale, se sont rendus compte que la première cible c'était Karim Wade et la dernière cible c'était Karim Wade. Tous les autres qui ont abdiqué, qui ont accepté de le rejoindre dans son gouvernement ont été nommés ministres et autres. Tout à fait. Donc cela veut dire qu'il y a des combines qui ont été en l'air, que c'est le président Macky Sall qui a manipulé le PDS pour les disperser et les éclater en 1000 morceaux en ce moment. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui arrive au PS, ce qui arrive à Taxawu Sénégal, ce qui arrive partout. Mais nous, Fédération du Renouveau, nous sommes dans notre entité. Bien sûr qu'il y a eu ceux qui ont quitté le train avant l'arrivée, qui avaient eu des postes avec Feu Djibo-Leïtika, qui sont partis, mais qui continueront de respecter ceux qui sont restés, parce que nous avons été toujours constants. De 98 à nos jours, vous verrez des responsables qui n'ont jamais bougé et qui avaient la possibilité de le faire. Et ça, c'est rare dans un parti politique. Qui avaient la possibilité de le faire. C'est rare dans un parti politique. Et M. Nia, vous savez que les Sénégalais savent bien voter. Depuis l'alternance, la première alternance sous Wade, la deuxième alternance avec Macky Sall et la troisième alternance avec le président Diomaye Faye. Donc, les politiciens doivent apprendre beaucoup de comment les Sénégalais votent. Et ça c'est important. Pour changer de comportement. C'est que aussi, les Sénégalais, sous un angle, ne savent pas voter. Ils savent se solidariser dans le vote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Voilà. Le président Abdoulaye Wade, puisqu'il a été souvent victime du régime de Abdou Diouf, victime de tripatouillage des élections, un bon jour avec, il faut rendre hommage à Sud FM, parce que c'est une chaîne qui a participé à la première alternance. Ça, il faut le reconnaître. Hein? Tout à fait. Et ça, c'est une marque de courage absolu au niveau des médias. Chacun écoutait les résultats, le transitoire à l'oreille, moi compris. Ils ont montré la voie. Ils ont montré la voie. Sud FM. Alors, c'est cette solidarité-là et cette compassion pour le président Wade qui a fait basculer les élections. Après le président Wade, qu'est-ce qui s'est passé avec Macky Sall?
cet acharnement sur sa personne. Je lui ai demandé de me remettre ce que je lui avais donné jusqu'à ce qu'on le destitue. Le président Macky Sall, au lieu d'aller dans la coalition à la place de l'indépendance, battre campagne, il est allé faire le tour du Sénégal. Les Sénégalais ont encore fait preuve de compassion. Tout à fait. Le président Sonko, même chose. Le président Macky Sall n'a pas pris leçon sur sa propre expérience. Tout à fait. Il a combattu Sonko. Il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas fait, le tuer. Ouais. Mais tout le reste, il l'a fait. Ouais, il a tout fait. Et Dieu a fait que, jusqu'à l'empêcher de participer aux élections, mais puisque Dieu, c'est au-dessus de tout, le président Sonko a proposé son candidat et son candidat a gagné. Ça aussi, il y avait la compassion, tout ce qu'on a fait subir à Sonko. Spontanément, le Sénégalais par nature, il a horreur du Jaay Doolé. Tout à fait. Maintenant, pour ces élections législatives, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas de Jaay Doolé. Ceux qui veulent compétir vont compétir. Il n'y a pas de parrainage. Parce que ceux qui se plaignaient disant que ce parrainage, il faut l'enlever. Le filtrage. Tu prends l'exemple de quelqu'un qui est dans les médias tout le temps, qui disait le parrainage. Il n'y a pas eu de parrainage et il n'a pas formé sa liste. Et ça, tout le monde est témoin. Et pourtant, c'est lui qui attaque le plus le régime. Maintenant, il n'y a plus de parrainage. Au niveau de la RTS, comme on l'a dit tantôt, le traitement est le même. Au niveau de l'appareil de l'État, le parti au pouvoir a décidé de ne pas toucher un seul centime, ni de matériel de l'État, ni des voitures, en tout cas de la logistique de l'État. C'est pour montrer que nous tous, nous devons partir à chance égale, compétir à chance égale. Pour cette fois, il n'y a pas de compassion. Ce seront des élections très sincères, à mon avis. Et nous, au niveau de la Fédération du Renouveau, nous en appelons au peuple sénégalais qui a toujours fait preuve de lucidité dans le choix. Au-delà de la personnalité du professeur Diegane Sène, à travers son sérieux, son militantisme politique de plus de 40 ans et son discours très honnête en matière de politique. Je lui disais la dernière fois que vous n'êtes pas un politicien, vous êtes un homme politique. Or, le Sénégal actuellement a besoin d'hommes politiques de cette envergure pour mener avec sa liste vers une position assez confortable à l'Assemblée nationale pour qu'au soir du 17 novembre, qu'on puisse jubiler, mais commencer le travail pour le peuple sénégalais. Monseigneur, quelle est la différence entre un politicien et un homme politique? Un politicien, c'est quelqu'un qui fait de la politique à laquelle il ne croit pas. Un homme politique, c'est quelqu'un qui fait de la politique au service de son peuple. C'est ça la différence. Absolument. Et ça, c'est bon d'en savoir. C'est important. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Abdou Aziz Niang, un enseignant de formation, de métier. Il est également membre fondateur de l'URD, Union démocratique. Union pour le renouveau démocratique. Union pour le renouveau démocratique du ministre Djibo Leyti Ka. J'ai accepté de renforcer l'opposition pour éviter une majorité toute puissante qui pourrait être tentée de mener le pays sur une mauvaise voie. C'est ainsi que le président Macky Sall a justifié sa décision d'être tête de liste de la coalition Takku Wallu. Est-ce que ce n'est pas risqué de sa part de se lancer dans la politique très tôt après une cuisante défaite de son parti à l'élection présidentielle? En tout cas, ce que je peux vous dire, ça c'est sa décision personnelle. Mais la logique politique aurait voulu qu'il remette Amadou Ba sur les selles pour oublier le passé, pour conserver son électorat et avoir un bon quota de députés à l'Assemblée nationale. C'est ça qui serait logique. Maintenant, venir l'accompagner pour se rattraper sur ce qui s'est passé lors des élections présidentielles aurait été son acte de sursaut politique le plus fondamental. Maintenant, penser être tête de liste, reprendre les 36% de Amadou Ba, ce n'est pas évident politiquement. Il n'est pas dit que c'est sur sa liste, surtout s'allier avec le PDS, ce PDS de karimistes qui va le favoriser parce qu'il pensait qu'en matière politique, il y avait de l'addition.
que le pourcentage qu'il avait eu aux élections présidentielles, plus le pourcentage de Idi, ça faisait 82%. Que donc il pouvait tout se permettre. Or, on s'est rendu compte après les élections que Idi ne représentait plus rien. Donc, vouloir revenir pour reprendre sa place, parce que c'est lui qui avait désigné Amadou Ba pour en faire le tête de liste, reprendre cette place et être tête de liste pour penser avoir les 36%, c'est une hérésie politique. Okay. Est-ce qu'il va battre campagne? Est-ce qu'il sera là pour descendre sur le terrain, le président Macky Sall? En tout cas, les gens se posent cette question. Oui, rien ne l'empêche d'être là. Il a son billet d'avion. Quand il descend à Dakar, je sais qu'il ne dormira pas dans la rue. Quand il battra campagne, je sais qu'il aura un chauffeur et une voiture. Il y aura son équipe de campagne qui va l'accompagner. Mais quel message il va porter? Et quel est ce public qui va l'accueillir? Et comment on va accepter son message? C'est ça la grande question. Mais qu'il vienne ou pas, ça c'est à titre personnel. C'est lui qui a dit qu'il va venir. Un autre l'avait dit à 1000 reprises et qui n'est pas encore là. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, ils sont des alliés. Alors, avec tout ce qui se passe, des autorités qui veulent voyager et qui sont bloquées, est-ce que lui, si toutefois il met les pieds à Dakar, au Sénégal particulièrement, est-ce qu'il aura la chance également de pouvoir retourner au Maroc tranquillement? En tout cas, ça également c'est une autre question. Oui, ça c'est une question fondamentale. Mais le fait qu'il puisse venir, on ne l'empêchera pas de fouler le sort du territoire. C'est un citoyen sénégalais. C'est différent de sortir. Entrer et sortir, ce n'est pas la même chose. Il peut entrer. On peut entrer et ne pas pouvoir sortir. Avant de sortir, les autorités peuvent poser des mesures conservatoires et lui dire d'attendre un peu que l'Assemblée soit installée, qu'on passe voter la haute cour de justice. C'est possible. Il a beaucoup de dossiers. En plus, le président Macky Sall a beaucoup de dossiers. Ce qu'on lui reproche et qui sort à travers les différentes enquêtes de l'IGE, vraiment, ça émet des doutes. Maintenant, avoir beaucoup de dossiers et être coupable, il y a une petite marge qu'il ne faut pas franchir. En tout cas, ce que je sais, sur le plan politique, le président Macky Sall bat campagne dans les rues de Dakar, à l'intérieur du Sénégal. Il risque d'y avoir beaucoup de tollés. Parce qu'avant, il y avait l'État à sa disposition. Il y avait les FDS à sa disposition. Si le parti au pouvoir n'accepte pas de se faire accompagner par l'appareil d'État, lui qui est ancien président, où est-ce qu'il va solliciter cela? Et ça, c'est des risques d'insécurité terribles à son niveau et au niveau de sa coalition. Et au niveau même de l'apaisement du climat politique au Sénégal. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est de ne pas venir. De ne même pas se présenter comme tête de liste. Mais bon, puisque c'est des décisions qu'il prend sans l'avis des autres, à plus forte raison quelqu'un qui n'a pas la même vision que lui, donc libre à lui de faire ce que sa conscience politique lui dicte. Et bon, le reste, nous yag. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Alors, merci. Monsieur Nia, le Premier ministre Ousmane Sonko déclare la falsification des chiffres n'est qu'un pan de ce que le régime précédent a caché aux Sénégalais. Le partage des terres, les contrats véreux signés, les surfacturations, l'or, les diamants, nous avons tout vu. Est-ce qu'on gère un pays comme ça? Ah non, on appelle ça en français les deniers publics. Oui. Les deniers, c'est ce qu'il y a de partagé, public. C'est pas privé. Tu es dans ta maison, tu cultives ton petit jardin familial, ça c'est privé. La récolte, tu peux manger, tu peux aller vendre au marché. Mais le sous-sol, il appartient au Sénégal. Vous savez, si vous allez aux États-Unis, vous prenez l'avion à Dakar, vous êtes avec votre femme qui est enceinte. L'avion décolle. Dès que l'avion est dans le territoire aérien des États-Unis, votre femme accouche, il est américain. Avant l'atterrissage, ça veut dire quoi? Que l'espace aérien, l'espace terrestre,
le sous-sol appartient au peuple sénégalais. Et que tout ce qu'il y a comme malversation, au fur et à mesure que les autorités les découvrent, les enquêtes sont là, les dossiers sont là. Mais moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est les domaines agricoles communautaires. Prodac. Franchement, ça, c'est ça qui m'écoeure le plus. Parce que beaucoup de jeunes qui ont bravé les océans auraient pu rester dans leur terroir et travailler positivement pour d'abord trouver des revenus substantiels, mais aussi au niveau du territoire national, avoir une production qui puisse satisfaire la demande. Mais dommage qu'avec ce qui s'est passé dans les rapports, reste maintenant à élucider au niveau de la justice. Mais moi, si j'étais élu député, mon premier point, ce serait les domaines agricoles communautaires. Et c'était un programme très ambitieux. Très ambitieux et très noble. Très noble. Très noble. Qui pouvait régler beaucoup de problèmes. Mais l'exode rural serait réglé. Oui, tout à fait. Les voyages dans les océans seraient réglés. Parce que quelqu'un à qui on vient, que l'on trouve dans son terroir, on crée un domaine agricole communautaire avec des machines, des engrais, des semences. Tout ce qu'il faut est bien entouré, bien protégé. Vous le gérez vous-même. Au bout de 2 ans, et vous devenez des grands producteurs. Aux États-Unis, les grands producteurs sont les plus riches de l'Amérique. Tout à fait. Ils se déplacent dans leur domaine par hélicoptère. Ici, ce qu'on appelle des badauds, ce sont eux les bourgeois. Parce qu'ils vivent de la terre et à la sueur de leur front sur la terre. Sur la terre, tout à fait. Tous ces jeunes que vous voyez ambulants dans les rues, tout ça, ils viennent des villages. Ce n'est pas des citadins, parce que les citadins ici, les 3/4 sont à l'école. Et ce secteur informel ne développe pas un pays. Sinon, on aurait dit la République informelle du Sénégal. Informel du Sénégal, tout à fait. Si demain vous le dites, vous serez convoqué au tribunal. Le Sénégal est un État. C'est quelque chose de sérieux, bâti sur des lois et règlements. Ce n'est pas de l'informel. Or, si vous voulez prendre le secteur informel pour pouvoir les fixer davantage, pour montrer que ce sont eux qui nourrissent des familles qui sont restées au village, ça veut dire qu'ils travaillent pour leur nourriture. Or, un pays ne se développe pas à partir du ventre bien rempli. Non, non, non. Alors, pour quitter l'agriculture, on va parler un peu de la révolution industrielle. Alors, il est temps aujourd'hui que le Sénégal soit une dynamique qui va porter la révolution industrielle africaine. C'est Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie, qui a fait cette déclaration. Monsieur Nia, est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre pour relancer le secteur industriel? En tout cas, là où je suis le plus en phase, c'est qu'on puisse faire le link entre le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Pêches. Parce que ce link-là, la locomotive, c'est l'industrialisation à outrance pour que l'agriculture puisse se développer. C'est l'industrialisation à outrance pour que le secteur de la pêche se développe. Donc ces 3 ministères, c'est à la limite 3 cornes sur une même tête. Il faut cette synergie, ce link profond pour amener ces 3 ministères à évaluer leur plan de travail, leurs activités, pour que partout, parce que si vous prenez le ministère de l'Agriculture, sans mécanisation de l'agriculture, les résultats ne seront pas atteints, parce que c'est le ministère de l'Industrie. Et chaque fois je le dis, la Siscoma à Pout était un terreau fertile de fabrication de matériel agricole. L'usine Sotiba était un ferro fertile pour les habits. La Sodefitex à Tambacounda gérait le coton, de même qu'à Kaolack et à Kolda. Mais où sont ces tissus? La Sonacos, la transformation des produits. Voilà, et tout ça, il faut les revitaliser. Et la revitalisation des vallées fossiles que le président Wade avait démarré doivent être d'actualité. Parce que cette revitalisation des vallées fossiles, avec comment l'appelait le ministre Mabouba, le train de l'eau, je ne sais pas, l'autoroute de l'eau.
Mais ça, c'est formidable. Et il y a aussi une idée très ingénieuse. La muraille verte, la grande muraille verte. Mais c'est ça qui va développer l'Afrique pour que des questions de reboisement qui, avec le phénomène de changement climatique, peuvent être anéanties. Je pense que ça, c'est des programmes très ambitieux auxquels le gouvernement doit penser, et je sais qu'ils y pensent certainement, pour faire ces différents aménagements pour le bien des populations sédentaires et autochtones. En tout cas, on a la possibilité de réussir. Toutes les conditions sont là. Et si vous ajoutez les premiers 100 000 barils de pétrole jour que Sangomar a montré au président de la République, pour un pays qui, 5 ans, n'avait pas un baril de pétrole par jour, il y a de quoi être pessimiste et croire en l'avenir et croire à ces dirigeants aussi qui ont fait preuve d'honnêteté jusqu'à ce que les Sénégalais leur fassent confiance. Parce que, n'eût été cela, beaucoup de cafards seraient sortis sur le Premier ministre Ousmane Sonko ou sur le président Bassirou Diomaye Faye. Or, on dira toujours que celui-là, il est mince, il ne s'habille pas bien, le sac de madame, mais c'est quoi ça pour un pays? Pour un pays. Quand même, ça, c'est pas sérieux. En tout cas, les Sénégalais ont dépassé ça. Voilà. Alors, l'industrie extractive, comprenant les filières d'hydrocarbures et de la pétrolite, avec les phosphates qui étaient jusqu'ici un secteur complètement extraverti, seront propulsés. Si ça se réalise, on pourra espérer un développement. Mais allez à Dendori, dans le Matam, on a découvert du phosphate. Allez à Kédougou, avec l'orpaillage. Allez à Tamba, avec le fer. Allez à Taïba, avec le phosphate. Dans la zone de Kédougou, l'or, les diamants, quelqu'un en a parlé, les gens ont dit oh. Mais on doit applaudir. Il y a du diamant au Sénégal, allons chercher. Tout à fait. Mais interdit d'accès aux populations autochtones. C'est des Indiens, des citoyens d'Afrique du Sud qui viennent exploiter ça, qui les transportent nuitamment, soit par jet privé, soit des Australiens. Des Australiens. Tu as vu des Sénégalais aller en Australie, prendre de l'or, amener ça ici. Et quand même, nous devons nous dire qu'avec ces industries extractives, le sous-sol qui est la propriété du Sénégal et de tous les Sénégalais doit être exploité au bénéfice de tous les Sénégalais de manière démocratique. Tout ça, avec cette nouvelle assemblée de rupture, sont des points fondamentaux sur lesquels les élus de la Fédération du Renouveau vont se battre corps et âme, nuit et jour, pour que chaque Sénégalais sente que cette assemblée de rupture est au service des Sénégalais. Ça, c'est important. Alors, monsieur Niang, l'émission tire à sa fin. Alors, il y a une Diomaye Sonko, Amadouba sort des griffes. Il dit ils ont été élus pour 5 ans. Ils n'ont quand même que 6 mois à la tête du pays. Si vous voyez un seul Sénégalais qui est content de ce régime, montrez-le-moi. Mais il devait lever la main. C'est lui qui levait la main pour dire je suis le premier Sénégalais. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il n'a pas parlé de ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit sur les ministres des Finances qui sont passés là-bas. Il ne l'a pas évoqué. Or, une accusation de cette nature mériterait, avant que Amadouba ne parle, qu'il rassemble des dossiers contradictoires pour montrer que ce que vous avez dit, c'est en dehors de la réalité. Ce n'est pas par rapport à 6 mois ou 2 mois ou 3 mois. Les agriculteurs qui avaient des impayés ne le diront pas. Tous ces agriculteurs, s'ils lèvent la main, ils seront combien? On a épongé leur dette. Tout à fait. Déjà, cet exemple-là est éloquent. Ce n'est pas parce que nous sommes de la Fédération du Renouveau qu'on n'apprécie pas positivement les actes positifs posés par ce gouvernement. Nous ne sommes pas une fédération d'opposition. Mais tout ce qu'il y a de bien dans ce pouvoir qui est en place, nous le dirons ouvertement et de vivre. Vous le dites. Et ça, c'est important. Oui. C'est important. Alors, le dernier point, parce que c'est important, le parti PASTEF prépare la campagne pour les élections législatives du 17 novembre prochain. Ousmane Sonko a annoncé une levée de fonds pour financer la campagne. Aucun centime ne sera relevé des caisses de l'État pour financer notre campagne.
n'est-ce pas une première dans l'histoire politique du Sénégal, un parti au pouvoir qui ne touche pas les moyens de l'État pour faire sa campagne? Parce que ces moyens de l'État sont des deniers publics. Ce qu'il le faisait avant, il naviguait sur du faux. Maintenant, cela veut dire quoi? Que le parti PASTEF a confiance en ses militants et sympathisants. Si les autres sont capables de le faire, ils n'ont qu'à le faire. Nous ne faisons pas de levée de fonds, mais nous avons notre cuisine interne pour gérer notre campagne avec nos moyens du bord. On n'a pas de députés, on n'a pas de ministres, on n'a pas d'anciens ministres, on n'a pas d'anciens députés, mais nous battons nos campagnes. Il y a des formules éloquentes qui sont passées par là. On a vu la marche bleue à l'époque. Ouais. On n'a rien dépensé. Nous aurons notre formule pour voir dans la mesure de nos possibilités. Parce que les Sénégalais maintenant, ce n'est pas avec de l'argent qu'on arrive à les convaincre. Le professeur Madior Diouf disait ku leen jox xaalis lekk leen bu nga demee sa mbañ gàcce ba woteel ki leen neex. Et c'était un discours très intéressant. Très intéressant et très éloquent. Très éloquent. Parce qu'avant qu'il n'y ait de mbañ gàcce, là, d'isoloir, c'est le délégué de quartier qui s'asseyait au milieu de la cour. Vous passez pour voter, vous lui montrez ce que vous avez fait. Ouais. On te donnait 5 000 ou 10 000. Mais ça, personne n'ose plus le faire. Ouais. Donc nous aussi, Fédération du Renouveau, qui croyons à une politique vertueuse, à une manière de faire de la politique vertueuse, à l'image de notre secrétaire général, qui fait preuve de vertu dans son comportement professionnel, dans sa vie de tous les jours en matière sociale, envers ses parents, les habitants de son village, de son quartier, les militants du parti. Partout où de besoin, il est là pour vous accompagner moralement, en solidarité émergente, pour que chacun sente à travers lui que nous sommes tous une même famille pour aller de l'avant dans ce parti. Raison pour laquelle nous osons espérer que, avant la campagne, nous trouverons notre cuisine interne pour mener une bonne campagne et vous pourrez en être témoin. Merci, M. Abdou Aziz Niang. C'est moi qui vous remercie. Votre dernier mot? C'est vous remercier et penser qu'à travers cet entretien, qui est le premier jalon et certainement qui ne sera pas le dernier, Inch'Allah, pour qu'enfin ensemble qu'on puisse communiquer avec les Sénégalais d'ici et de la diaspora que je salue à travers mes amis des États-Unis, qui vraiment de tout temps ont fait preuve de solidarité entre eux à travers l'association des Sénégalais d'Amérique que dirige mon ami Mamadou Dramé, pour vous montrer aussi qu'effectivement nous sommes ensemble dans la conquête de victoires futures pour le bien-être des Sénégalais. Je vous remercie. Merci. Nous rappelons à nos chers auditeurs que nous recevions M. Abdou Aziz Niang, un enseignant de métier. Il est également membre fondateur de l'URD, Union du Renouveau démocratique, du ministre Djibou Leïtika. C'est votre maison ici. Revenez quand vous voulez. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nos chers auditeurs qui nous écoutent sur la 98.7. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, au technicien Ibrahima Diop qui a assuré la partie technique. Nous remercions également le rédacteur en chef Moussa Niang.